Sous le bateau existaient deux grandes lames. Ces deux grandes lames ne servaient pas à trancher, elles servaient uniquement à séparer la glace de chaque côté du bateau. Le bateau tanguait de droite à gauche, laissant des bruits de glace brisée au milieu, que l'on pouvait sentir passer au milieu du bateau, sous l'eau, alors que l'océan n'était pas réellement un océan, mais juste un énorme océan de verre, un énorme océan de verre brisé, sur lequel nous étions en train de naviguer. Chaque matin, je me levais dans ma cabine, l'impression qu'il n'y avait ni fenêtre, l'impression l'impression que je ne pouvais pas voir à l'extérieur. Je me levais, mais je m'en sortais quand même. Je trouvais un moyen, toujours, d'aller voir à l'extérieur. Je passais sur le pont et j'entendais en dessous de mes pieds ceux qui travaillaient dur, ceux qui travaillaient pour que le bateau fonctionne. À deux dans le bateau, nous n'avions qu'une seule solution. Soit nous faisions partie de l'équipage, soit nous errons, comme ça, ici, comme des âmes en peine. On continuait à errer, ici, à l'intérieur du bateau. Mais le combat n'était pas fini. Qu'est-ce qu'on allait réellement choisir? Errer comme des âmes en peine sur un énorme brise-glace, là où la glace pouvait devenir dangereuse, ou alors simplement continuer à voyager, à faire notre vie de notre côté, et à essayer d'éviter le plus possible le commandant du bateau. Les hivers étaient rigoureux, les dangers étaient imminents, jamais aucun danger nous ne pouvions passer au-dessus. Jamais aucun danger n'était un danger sur lequel on pouvait se dire « je vais passer au-dessus, c'est bon, celui-ci n'est pas dangereux ». Non, tous les dangers étaient un danger qui pouvait à n'importe quel moment faire chavirer autant nous, les personnes sur le bateau, que le bateau lui-même. Alors nous étions sur le bateau et nous avons décidé à participer aux tâches. Nous nous sommes décidés à participer aux tâches, à faire en sorte que le bateau fonctionne, à faire en sorte qu'il fonctionne tout seul. Parfois même, nous allons voir le commandant, par nous-mêmes, sans avoir à être convoqués. C'était un petit peu comme à l'école. Je me souvenais des rigoureux hivers à l'école, où on pouvait s'enfermer dans la classe, et on travaillait sur nos cours à deux. Mais là, c'était un peu comme si l'école était en train de voyager sur un hiver sans fin. Un hiver brisé par des morceaux de glace qui se cognaient les uns contre les autres, formant un écho tout autour du bateau, formant un écho tout autour du bateau. C'était un petit peu comme un concert du Valhalla. C'était un petit peu comme un concert du Valhalla que l'on pouvait entendre résonner. Parfois, j'allais à l'avant du bateau et je m'y arrêtais. Parfois, je me mettais juste sur les côtés, à côté de ma cabine, et je m'y arrêtais aussi. Non pas simplement pour prendre du bon temps, mais pour écouter les glaces brisées résonner les unes contre les autres. Parfois, j'attendais même qu'une lumière se fasse, et je montais jusqu'en haut. J'allumais les lumières, et je parlais aux autres bateaux. Il y avait d'autres bateaux sur la mer, il n'y avait pas que le nôtre. Le nôtre, c'était un gigantesque brise-glace, transportant de la marchandise. Mais nous n'avions jamais su ce que c'était comme marchandise. Est-ce que c'était des vêtements? Est-ce que c'était quelque chose d'industriel? Personne ne savait réellement ce que c'était. Seulement les personnes qui travaillaient pour le bateau. Nous n'étions que deux jeunes perdus ici. Nous n'étions que deux jeunes perdus ici sur un énorme bateau. Notre mission n'était pas de rester sur le bateau ou alors de savoir quelque chose. Nous ne jouions pas les taupes, au contraire. On s'était simplement perdu à la bord d'un port. Je me souviens de ce matin froid et très rigoureux, où nous étions en train de fumer une cigarette pour nous réchauffer. Chacun l'un contre l'autre, avec notre grosse veste en fourrure, notre doudoune avec un capuchon en fourrure. Un intérieur qui tenait chaud, qui était en tissu très épais. Ces vestes très larges que nous portions sur nous protégeaient du froid. Au moment où on a senti des vibrations dans notre dos, on s'est finalement dit « c'est le bateau qui bouge ». Et c'était réellement ça.
C'était le bateau qui bougeait. Quand on a regardé les cordes se défaire, une corde se saisir, fouettant de plein fouet une personne sur le côté, alors qu'elle était accrochée, solidement accrochée. On est resté derrière les lignes rouges, mais on a vu le bateau, on a senti la terre trembler. La personne fouettée par cette corde est décédée le jour même. On a entendu son avis de décès dans la salle de repos du bateau quand on y était monté, simplement pour pouvoir voir ce qui se passait à l'intérieur, voyager vers autre part et ne pas avoir à rentrer à la maison. Ce quotidien, qui nous paraissait tellement monotone, avait disparu le jour où nous sommes montés accidentellement, ou peut-être de notre plein gré, dans ce bateau. On y est monté et nous ne sommes jamais redescendus. On n'est jamais redescendu. Et le jour où on s'est réellement réveillé, le jour où on s'est dit on aurait peut-être dû descendre, on aurait peut-être dû partir de ce bateau, le jour où on s'est réveillé, de cette manière-là, quand on a ouvert les yeux, nous étions en pleine mer. Une mer de glace, une mer privée de surface, une mer clouée aux profondeurs, une mer qui était clouée aux profondeurs obscures, parce que la surface, elle, était bouchée par une immensité blanche, des plaques énormes de glace qui résonnaient les unes contre les autres, formant ce bruit ressemblant au Valhalla, comme je vous l'avais raconté. On avait deux options. Un homme était venu nous voir, on nous avait enfermés dans une cabine, là où il y a les machines, les énormes pistons qui font fonctionner le bateau. Il nous avait dit, vous avez deux options. Soit je garde votre secret et je suis gentil. Les bras croisés, un homme rugueux nous a regardés et nous a dit, soit vous participez à ce qui se passe sur le bateau. Et on lui a dit, on va peut-être choisir de se faire discret. On a choisi de se faire discret, mais les jours passant, les jours continuant à passer, on a finalement choisi de participer aux opérations. Elles paraissaient dures et compliquées, mais on avait quand même 17 et 18 ans, donc on se disait que l'on pouvait peut-être participer aux opérations sans faire d'histoire. Et on y a participé. Ce n'était pas si difficile que ça en fin de compte. En fin de compte, les opérations étaient plus que faciles. Généralement, certaines opérations se prêtèrent à surveiller le bateau, à voir si tout fonctionnait bien et à rapporter un rapport complet. Tu écrivais, je regardais, et je mentionnais ce que je voyais, ce qui allait ou ce qui n'allait pas. Ensuite, on rapportait notre rapport dans une salle blanche, immaculée, qui sentait les produits désinfectants, mais surtout l'eau de mer plus qu'autre chose. Qui sentait l'eau de mer, mais pas l'eau de mer comme on a l'habitude de sentir au bord de la mer. L'eau de mer de l'océan Arctique. L'eau de mer de l'océan Arctique. Cette eau de mer glaciale. Cette eau de mer qui peut te tuer, même à la seule impression de la regarder déjà. Bref, nous étions coincés sur cette grande surface de presque 1000 tonnes. Nous étions coincés sur cette énorme surface flottante et coupante par en dessous, tranchant la glace de presque 1000 tonnes, transportant des conteneurs avec à l'intérieur, on ne savait pas ce qu'il y avait à l'intérieur, mais à l'intérieur certainement un contenu, classé peut-être top secret ou pas, on ignorait ce qu'il y avait dedans. Seules les personnes qui travaillaient solidement sur ce que ce bateau devait emporter d'un point A à un point B le savaient clairement. Nous étions là simplement pour le voyage, du point A au point B. Mais surtout, pour ne pas nous embêter, nous avions une cabine et de quoi nous occuper. Nous occuper du bateau, un peu comme un enfant gigantesque en métal de 1000 tonnes.